Voilà, donc nous allons essayer rapidement de présenter à deux voix, de retracer un petit peu ce parcours du combattant, on l'a entendu tout à l'heure, du projet de la personne jusqu'à l'acquisition du véhicule adapté à ses besoins. Chacun étant bien sûr unique et nécessitant une évaluation personnalisée pour accéder à justement cette liberté dont on parlait tout à l'heure pour se déplacer. Alors tout d'abord, je vais présenter un petit peu le service ESCAVI de la Caisse régionale d'assurance maladie. ESCAVI, ça signifie Espace Conseil pour l'autonomie en milieu ordinaire de vie. Et nous sommes un CICAT, ce qui est un centre d'information et de conseil sur les aides techniques. Voilà. Donc nos missions générales, c'est offrir aux personnes en situation de handicap une information indépendante et objective sur les solutions techniques de compensation. Voilà, donc nous ne sommes qu'un tout petit maillon de ce parcours, voilà, qui est parfois un petit peu complexe. Notre public, c'est toutes les personnes en situation de handicap, moteurs, avec ou sans troubles associés. Ça peut être également l'entourage, les aidants familiaux, les intervenants extérieurs que nous pouvons également rencontrer pour informer, renseigner sur ce qui existe, sur les démarches à suivre. Informer ou orienter si nous ne pouvons pas répondre à la demande. Nous avons également en public les professionnels via des séances plénières que nous organisons régulièrement au sein de la Caisse régionale d'assurance maladie pour justement informer de nos missions et des solutions techniques qui peuvent exister au domicile des personnes, mais également à l'accès à la conduite du véhicule. Des ateliers thématiques. Voilà. Et nous avons également récemment développé des ateliers thématiques sur divers sujets. Il y en aura un sur peut-être un jour sur la conduite automobile. Voilà, pour l'instant, ce n'est pas encore fait. Alors, au niveau des difficultés rencontrées, alors là, je parle bien des remontées que nous avons, des personnes qui viennent nous rencontrer et qui nous expriment ces difficultés-là. Donc déjà, c'est l'accès, on l'a entendu déjà, l'accès à l'information sur les démarches à suivre, qui sont parfois pas toujours simples. L'accès aux modalités obligatoires, la commission médicale, la validation du permis adapté. Et on se heurte, là, le docteur Payet le disait tout à l'heure, à l'hésitation de certaines personnes de passer devant cette commission médicale par peur, justement, de se voir retirer ce permis de conduire. Voilà. Également, comme difficulté, l'accès au conseil pour obtenir les adaptations nécessaires. Parce qu'il y a le médecin, dans un premier temps, le médecin de la préfecture, qui fait ses préconisations. Mais bon, après, pouvoir trouver une auto-école avec un véhicule aménagé, c'est pas toujours évident. Et ensuite, l'autre difficulté, c'est l'acquisition et le financement de ce fameux véhicule aménagé, avec évidemment tout ce que ça comprend de difficultés et de démarches encore, et surtout de délais au niveau de la configuration du véhicule, mais également des financements. Voilà, je laisse la parole à ma collègue. Voilà, donc on en vient effectivement à trouver un lieu. Alors j'ai la petite manette. Merci. Voilà, trouver un lieu donc, pour faire des essais de conduite. Donc, comme on va beaucoup rebondir sur l'intervention du docteur Payet, parce qu'effectivement, il y a des choses qui vont être un petit peu similaires dans notre intervention. Donc, effectivement, une des premières difficultés pour la personne, ça va être de trouver un lieu qui va être à la fois adapté et à la fois qui va proposer suffisamment de possibilités d'essais. Donc, les essais, eux, ils sont indispensables, bien sûr. Et non seulement indispensable, mais en plus, ce qui est important, généralement pour les personnes, c'est de pouvoir faire des essais comparatifs. Et il y a un manque cruel, effectivement. Là, j'ai noté qu'il y avait 52 centres sur toute la France. Là. Alors, il y a effectivement d'autres endroits où on peut éventuellement faire des essais, comme chez, par exemple, des installateurs de véhicules, des choses comme ça. Mais ça va être des essais qui sont un petit peu différents. Donc, manque de professionnels spécialisés dans le domaine du handicap et des aides à la conduite. Donc, il y a un constat de manque général.
Alors, on s'est proposé de montrer quelques éléments d'adaptation à la conduite, en fait, qu'on voit le plus fréquemment, nous qui nous sont le plus fréquemment demandés. Donc, on ne voulait pas brosser tout le panel des adaptations qui existent, mais par contre, celles qui nous sont le plus fréquemment demandées. Donc, au-delà, évidemment, de la boîte automatique, qui est la première adaptation, je dirais, qui, elle, transforme pas trop la voiture. Les principales aides, ça va être les aides au volant, donc la boule, les aides en accélération et en frein manuel, et puis tout ce qui est inversion de pédales, éventuellement rehausser les pédales aussi pour les personnes de petite taille. Voilà, donc c'est les adaptations les plus courantes en fait auxquelles on est amené en fait à conseiller. Voilà, donc après, il y a quand même des adaptations beaucoup plus complexes qui sont au niveau notamment de la conduite embarquée. Donc là, on rentre dans un domaine qui est nettement plus spécifique. Et pour le fait, les éléments d'essai, en fait, sont de plus en plus compliqués à trouver. Donc là, ça va être vraiment dans certains lieux très, très spécialisés que la personne va pouvoir tester ce mode de conduite et puis faire des comparaisons. Donc, entre autres, le CRM, mais il y a très, très peu de lieux spécialisés comme ça sur le territoire français. On parle aussi beaucoup d'homologation, donc des différents produits. Il faut savoir aussi que souvent on parle d'homologation en ce qui concerne les plaques d'ancrage, donc le fauteuil qui va être arrimé donc au véhicule. Mais la plupart du temps, les fauteuils eux-mêmes, le siège lui-même n'est pas forcément testé, lui, à la résistance au choc. Et donc en fait, il y a très peu de marques où le test a été fait sur les sièges eux-mêmes. Voilà. Voilà, donc pour continuer sur les aides à la conduite et du véhicule, on passe plutôt aux aides au transfert, justement, parce que pour pouvoir... Alors là, on va parler essentiellement de transfert côté passager, puisque je crois que voilà, il y a des petits soucis au niveau du transfert côté conducteur, au niveau homologation. Donc il existe plusieurs solutions. La solution des aides au transfert siège pivotant sortant, comme vous le voyez, il y a un petit... Voilà. Normalement, il y a un petit laser ici. Mais... Ah oui, ça marche. Voilà. Un siège pivotant sortant pour permettre à la personne de faire son transfert plus aisément sur le fauteuil de la voiture. Il peut y avoir également des sièges pivotants sortants avec une embase à roulettes, ce qui permet à la personne de ne pas faire de transfert, mais d'utiliser ce fauteuil, ce siège de voiture, qui va se transformer en fauteuil roulant électrique, qui bien sûr n'a pas forcément les mêmes caractéristiques qu'un fauteuil dont la personne aurait besoin, mais ça peut être en tout cas une aide nécessaire, parfois utile, notamment sur les lieux de travail, par exemple pour se rendre au travail. Autre petite aide que l'on peut trouver, c'est la planche de transfert latérale, qui peut aussi s'adapter, là, pour le coup, du côté conducteur. Voilà, et qui permet à la personne de faire son transfert son fauteuil roulant, manuel ou électrique, au siège auto, enfin au siège de la voiture. Troisième solution, c'est la solution du lève-personne, qui est embarqué sur le véhicule, donc qui se fixe. Donc ça demande une petite adaptation au niveau de la portière, enfin au niveau du châssis du véhicule. Et ça permet à la personne soit de manipuler seule si elle arrive à installer la sangle, soit la nécessité d'avoir une tierce personne pour installer la sangle et pouvoir ensuite faire ce transfert. Ce lève-personne peut soit rester installé à demeure sur la voiture, soit être retiré et rangé dans le coffre, si évidemment il y a la présence d'une tierce personne. Donc là, vous voyez bien que c'est aussi complexe dans l'évaluation. C'est est-ce qu'il y aura besoin ou pas d'une tierce personne à un moment du processus dans l'acquisition de l'aide technique.
Alors, la question nous est souvent posée, oui, mais moi, je veux faire ci et ça, comme aménagement, d'accord, mais qu'est-ce que j'achète comme véhicule où je pourrais faire tous ces aménagements-là? Alors, bien évidemment, on n'a pas de réponse toute faite, hein, ça va dépendre des aménagements qui seront proposés. Si on part sur des aménagements simples, comme ma collègue le disait tout à l'heure, cercle volant, des pédales inversées, des choses comme ça, bon, le choix va être plus large. Maintenant, si c'est des aides à la conduite beaucoup plus complexes, avec embarquement du fauteuil à l'arrière ou sur des coffres de toit ou des choses comme ça, là, il va falloir des véhicules un petit peu plus grands, on va dire, pour pouvoir installer ces aides techniques. Voilà, là on voit un exemple justement de véhicules avec décaissement et rampe d'accès latérale. Donc là, vous imaginez bien qu'une toute petite micro-voiture ne suffira pas. Là, on a besoin d'un monospace avec porte coulissante, électrique souvent, et puis déploiement de la rampe latérale. Donc soit ce sont des véhicules décaissés, soit ce sont des véhicules non décaissés. Et là, la rampe vient se déployer en descendant au niveau de la voirie. Voilà, donc là, on parlait tout à l'heure là, on parle des aménagements de véhicules, mais tout à l'heure, monsieur a parlé de quelque chose de beaucoup plus large. C'est aussi l'aménagement de la voirie, justement. Les places de parking adaptées, qui ne sont pas toujours plus larges. Et quand on voit ce type d'adaptation, ici, on imagine bien que la nécessité d'avoir la place au niveau latéral pour pouvoir se garer et déployer la plateforme, ce qui n'est pas toujours respecté. Et ben oui. Donc je complète ce que vous disiez tout à l'heure. Voilà. Donc on en vient au lieu d'information. Donc, un des premiers lieux d'information, ça va être les auto-écoles, et notamment les auto-écoles effectivement spécialisées, parce que la plupart des auto-écoles classiques, en fait, à part la boîte automatique, elles ont pas grand-chose. Donc après, il y a des auto-écoles qui se spécialisent vraiment, et après, bon, c'est pareil, il y en a un petit nombre aussi sur la France, mais il y en a qui ont quand même pas mal d'équipements. Alors les équipements de base, hein, qu'on a dit tout à l'heure, les commandes au volant, les pédales, des choses comme ça. Donc d'une façon générale, il y a des avantages et des limites dans les différents lieux d'information. Dans les auto-écoles spécialisées, les personnels sont relativement sensibilisés, surtout que c'est souvent la même personne, le même professionnel qui vient dans les établissements, qui rencontre les personnes en situation de handicap. Donc ils sont relativement sensibilisés au handicap. Mais par contre, ils ont souvent un manque d'anticipation, effectivement, sur tous les aspects cognitifs, comme l'évoquait le docteur Paillet, entre autres. Et puis, le manque d'anticipation aussi sur l'évolutivité du handicap. Voilà. Et puis donc, d'une façon générale, dans les auto-écoles, il y a quand même peu d'essais comparatifs possibles. Il y a généralement un véhicule adapté d'une certaine façon, et on ne peut pas à la fois essayer le cercle accélérateur sous le volant, le cercle au-dessus du volant. Voilà, il y a peu d'essais comparatifs différents. Alors, l'autre lieu d'information, ça va être les salons spécialisés, donc comme Autonomie, Créa, tous les salons spécialisés. Donc là aussi, avec des avantages et des limites. Là, on peut voir beaucoup de matériel. Généralement, on rencontre beaucoup de professionnels, des installateurs, des équipementiers qui peuvent proposer différentes solutions, et on peut faire éventuellement des tests comparatifs sur le lieu du salon. Alors, le problème, c'est que c'est bruyant, c'est que ce n'est pas des conditions d'essai qui sont idéales. Voilà, donc il y a différentes limites à ce niveau-là. Et puis, on va, comme l'évoquait le docteur Paillet, se retrouver avec un conseil d'une personne qui a quand même un intérêt dans la vente d'un produit, et donc il se retrouve à la fois jugé partie, quoi. Parfois, il y a des conseils aussi qui peuvent être incomplets, voire même erronés. Parce que moi, j'ai même entendu sur des salons des personnes qui s'avançaient sur des remboursements possibles, donc auprès de la MDPH, du fonds de compensation, sur des produits, et en évoquant des sommes qui étaient complètement erronées. Donc les informations ne sont pas forcément fiables non plus sur les salons. Autre lieu d'information, donc ça va être les équipes et les centres d'information et de conseil et les équipes d'évaluation pluridisciplinaires.
Donc là, généralement, il y a la présence d'ergothérapeutes. Donc il y a souvent effectivement une connaissance du handicap, et donc une évaluation réelle qui est faite sur les capacités fonctionnelles de la personne. Mais les limites, ça va être le manque de formation dans le domaine automobile lui-même, parce que ça fait partie d'un petit pourcentage en fait, des conseils qu'on donne. Et c'est vrai qu'on n'est pas tous spécialisés dans la mobilité et le handicap. Donc on a nos limites aussi à ce niveau-là. Et puis